Bonjour, bienvenue sur le plateau télévisé de West Industries. Nous sommes réunis depuis mardi et jusqu'à ce soir au Parc des Expositions pour ce grand rendez-vous interrégional des industries. 250 exposants qui sont sous-traitants industriels, fabricants d'équipements ou spécialistes des services aux entreprises industrielles. Réunis ici donc et originaires de Bretagne et de Pays de la Loire pour beaucoup d'entre eux. Et puis sur ce plateau télévisé, j'ai le plaisir d'accueillir tout au long de la journée des chefs d'entreprise, des dirigeants, des acteurs économiques pour évoquer les grands sujets qui touchent à l'industrie aujourd'hui. L'un de ces sujets, c'est même un fil rouge, j'oserais même dire un fil vert de nos échanges sur ces 3 jours, les questions de transition environnementale, de transition énergétique en particulier. Et c'est précisément ce qui nous réunit avec mes deux invités de ce matin. Je vous présente pour commencer Frédéric Thébault. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Vous êtes directeur de la direction commerciale Ouest de EDF. Votre terrain de jeu, c'est les Pays de la Loire, la Bretagne et une partie de la Normandie, Express Normandie. On va commencer avec vous parce que EDF se positionne fortement comme un acteur de la décarbonation auprès des entreprises industrielles. Quand on parle de décarbonation des process industriels, de quoi parle-t-on en réalité? On parle de deux choses je dirais de deux priorités en matière de décarbonation dans l'industrie. La première, et elle n'est pas nouvelle, c'est d'abord de consommer moins d'énergie fossile. Donc, on parle de performance énergétique. Et là, on y reviendra, il y a plein de solutions qui nous permettent aujourd'hui d'améliorer les process et de faire en sorte qu'en pilotant les consommations, voire en améliorant la performance, on arrive à diminuer la consommation d'énergie fossile. Et puis, la deuxième étape, je dirais même celle sur laquelle il faut qu'on accélère, c'est aujourd'hui l'électrification en fait des process. Et là, vous êtes dans une étape supplémentaire d'avoir substitué vos usages qui consomment des énergies fossiles, du gaz, du pétrole, quand même un peu moins de charbon en France, par de l'électricité. Et ça, en termes de bilan carbone, c'est effectivement ce qu'il y a de mieux. Décarbonation, électrification, les deux mots sont étroitement liés. Alors, de la part d'EDF, ça ne nous surprendra pas, mais ça mérite peut-être une petite précision. C'est pour vous, en tout cas, indissociable. Pour nous, c'est indissociable parce qu'aujourd'hui, nous avons des conditions qui sont extrêmement favorables pour associer décarbonation et puis électrification. On a, et le groupe Pasquier pourra y revenir, on a des opportunités en matière justement de substitution d'usage et surtout, on a une matière première qui est aujourd'hui très intéressante en France. Une électricité verte puisqu'elle est nucléaire. Et une électricité qui est décarbonée, puisque nous produisons près de 14% d'énergie, d'électricité, donc bas carbone. Et au-delà qu'elle soit bas carbone, elle est surtout abondante, puisque l'année dernière, nous avons produit près de 360 TWh d'électricité à partir du parc. C'est plus de 500 TWh d'électricité qui ont été produites en France, toutes moyens de production confondus, et elle est à 94% décarbonée. Et en plus, elle nous permet de pouvoir substituer l'usage, puisque c'est 90 TWh qui ont été exportés et donc qu'on n'a pas consommé en France. Donc elle est là, elle est disponible. Puis le troisième levier, elle est bas carbone, elle est disponible et elle est compétitive. Et les prix aujourd'hui d'électricité en France sont les plus bas d'Europe, voire même, et c'est vrai, on peut trouver des comparatifs, voire même, on en parle beaucoup, des États-Unis. Notre prix d'électricité aujourd'hui en France est très compétitif par rapport à des prix que l'on retrouve aux États-Unis. Alors, on a cette matière première qui existe et qui est parfaitement adaptée. On a des solutions techniques, vous nous avez dit. On a des moyens pour consommer moins. On va y revenir en détail tout à l'heure avec des témoignages d'entreprises. Il faut que la machine se mette en route. Il faut décarboner. Ce n'est pas forcément évident. Que vous disent aujourd'hui les chefs d'entreprise sur ce sujet-là? Où en sont-ils? Ce qu'ils nous disent, c'est que je pense qu'il y a une volonté, et on le voit bien, il y a un certain nombre aujourd'hui d'industriels qui ont cette impulsion, qui ont cette vision de pouvoir s'inscrire dans la durée à décarboner au sens large, en fait, leurs usages. Et le problème, je dirais même, c'est même pas un problème, c'est une réalité, c'est de trouver un équilibre économique entre aujourd'hui un process qui utilise des énergies carbonées par un process demain qui utilisera l'électricité. Et il y en a aujourd'hui des solutions qui nous permettent de le faire. On a de la pompe à chaleur, on a de la pompe à chaleur très haute température, on a de la chaudière électrique, on a de la compression mécanique de vapeur. Bref, des solutions existent. Je pense que c'est en les associant qu'on arrive à décarboner et à électrifier certains process. Et puis, il y en a sur lesquels on a besoin de travailler ensemble.
c'est-à-dire nous, fournisseurs d'électricité, avec des industriels, avec des équipementiers, pour que nous puissions, dans la durée, planifier, tester, avoir des pilotes qui nous permettront demain de pouvoir généraliser certains process qui, aujourd'hui, il est vrai encore, ont besoin d'avoir du gaz pour pouvoir être économiquement rentables. Donc, il y a éventuellement des difficultés ou des complexités techniques, peut-être des questions de coûts aussi, en tout cas de coûts à l'investissement, parce qu'on se doute bien que sur le long terme, c'est une opération rentable. Et puis peut-être aussi tout simplement une difficulté à se remettre en question, à se poser des questions, à tout remettre en cause dans son fonctionnement d'entreprise. Je laisserai la parole derrière à Sébastien Chupin. C'est avant tout une volonté, je dirais une vision, une impulsion que l'industriel a. Et il embarque bien évidemment l'ensemble de ses équipes dans cette aventure, avec bien évidemment des éléments qui sont économiques. Encore une fois, des solutions existent, elles sont matures. Celles-ci se mettent en route, je dirais, naturellement. Et puis, on a d'autres solutions qui ont besoin de s'installer sur le marché. Et c'est pour ça qu'il y a deux grands leviers qui nous permettent de le faire. D'abord, les certificats d'économie d'énergie, et qui permettent à la fois, bien évidemment, de faire de la performance énergétique et de plus en plus d'aller faire de la substitution et d'avoir des process qui se mettent en place à base d'électricité. Et puis d'autres subventions qui permettent, soit à la maille nationale, soit à la maille européenne, d'accompagner cette transition et permettant d'accélérer dans l'installation de ces solutions électriques. C'est deux bons arguments pour y aller maintenant. De façon générale, quel discours vous tenez aux chefs d'entreprise pour leur dire « allez-y, engagez-vous » Pourquoi il faut y aller maintenant finalement ? Il faut y aller parce que mais ça, tout le monde en est conscient. Quand on regarde aujourd'hui les résultats, on n'est absolument pas sur la bonne trajectoire en matière de réduction en fait, du réchauffement climatique. Les trajectoires sont quand même assez importantes. On est à plus 3 degrés alors l'accord de Paris prévoyait un plus 1,5 degré. Donc déjà, être aux alentours des 2 degrés serait déjà une très très bonne chose et on n'y est pas en matière de trajectoire. Je pense que les industriels sont très très responsables et ce qu'ils attendent, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil, c'est des partenariats, qu'on puisse avec eux, sous leur impulsion, sur leur vision, sur leur volonté, de pouvoir justement aller sur une planification. On ne fera pas tout en 2 ou 3 ans, mais si déjà on a cette capacité à pouvoir, sur les 10 prochaines années, avoir un plan qui nous permette de décarboner ou d'électrifier des process dans l'industrie, je pense que ce serait une très très grande victoire. Si vous en êtes d'accord, Frédéric, on va illustrer votre propos par l'exemple en donnant la parole à Sébastien Chupin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le directeur technique du groupe Brioche Pasquier, basé au siège du groupe qui se trouve au Cerqueux, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et vous êtes en charge techniquement de 14 usines en France et de 3 usines à l'international. Ça fait pas mal de process industriels à gérer et à envisager de faire évoluer. Alors d'abord, on va rappeler que l'engagement de votre entreprise dans la décarbonation fait partie de sa stratégie RSE. C'est une stratégie globale. Bien sûr. Alors, au niveau de l'engagement sociétal, c'est très important pour le groupe Brioche Pasquier d'être dans une démarche de décarbonation. Parce que comme Frédéric le disait, on voit tous que le climat change. Et une industrie agroalimentaire comme la nôtre, si le climat change, l'agriculture va changer et on n'aura plus de matières premières. Donc, si on veut avoir une entreprise pérenne, la première chose à faire est de préserver l'environnement qui est notre première source de matières premières. Vous avez effectivement tout intérêt à agir avec la filière, avec les autres, et vous avez commencé à le faire depuis pas mal d'années. Vous avez notamment réalisé un certain nombre de bilans carbone depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces bilans carbone ? Alors, ces bilans carbone, sans beaucoup de surprises, nous annoncent que nos matières premières, c'est la première source de carbone. 65% de notre bilan carbone vient de nos matières premières. Donc, vont être le lait, les œufs, le cacao, qui vient quand même de très loin. Oui. Puis la farine. Donc, toute cette partie-là, c'est tout le monde agricole qui aujourd'hui travaille la terre, exploite avec des technologies issues du pétrole, un tracteur dans un champ, les engrais, tous ces éléments-là. Donc, on s'est engagé il y a quelques années pour accompagner certains agriculteurs à changer de modèle de production. J'allais dire, effectivement, c'est pas le plus facile pour vous parce que là, ce qui ressort des matières premières, c'est ce qu'on appelle le scope 3 dans le bilan carbone. C'est ça. Le scope 1, c'est ce qui se passe chez nous. Donc, on peut agir relativement facilement. Le scope 3, c'est plus compliqué. Alors, comment vous êtes saisi de ce problème ? Bien, par exemple, on s'est associé avec l'Association pour l'agriculture du vivant qui accompagne les agriculteurs dans la mise en œuvre de la préservation des sols. Donc, qui consiste à ne plus faire de labour. Les vers de terre font le travail. La nature est très bien faite pour ça. Oui.
Et par contre, ces agriculteurs, lorsqu'ils passent en transition, ont une phase où il y a une perte de rendement, il y a une mise en place du nouveau système, et puis après, le modèle est performant économiquement. Mais il y a un passage qui est de transition un peu compliqué. Voilà, et là, on les accompagne. C'est-à-dire que dans les années de transition, l'entreprise, le groupe Brioche Pasquier participe de telle manière à ce que l'agriculteur puisse faire cette transition sans avoir trop de perte de revenus. Alors, chez Brioche Pasquier, la décarbonation, ça passe par une action sur l'aval, sur la filière en aval. Et chez vous, dans votre entreprise, est-ce que vous aviez des leviers d'action à actionner pour décarboner? Lesquels? Bien sûr, parce que nos process, nos procédés, on utilise de l'eau chaude, de l'eau froide, beaucoup de froid aussi, parce que pour conserver les matières premières. Et puis, on cuit. Et tout ce qu'on cuit, on le fait avec des fours qui, historiquement, sont tous au gaz. Au gaz. Et donc, la première démarche, comme Frédéric l'expliquait, en fait, on a déjà commencé par faire de la performance énergétique, n'utiliser que l'énergie qui est nécessaire. Donc là, dans une démarche d'optimisation qui est lancée depuis plusieurs années. Puis, nous sommes allés chercher… Pardon, cette optimisation, juste, je reviens sur ce point-là, elle se déroule de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a des moments, peut-être des chaînes de fabrication qu'on arrête parce qu'on peut organiser autrement la production. C'est ça l'optimisation concrètement? Ça se passe comment? Souvent, c'est une somme de détails. C'est les personnes qui vont piloter les machines. Est-ce que j'allume le four 2 heures avant le début de la production ou juste le temps qu'il est nécessaire pour le chauffer? Donc, parfois, le pétrisseur l'allumait en arrivant le matin, mais il faut quelques heures avant que la pâte arrive au four. Et bien là, par habitude. Par habitude, on arrive, on allume tout, comme ça, tout est prêt. Et puis, finalement, les produits arrivent dans le four, mais ça fait 2 heures qu'ils chauffent, mais il n'y a pas de produit dedans. Donc déjà, en faisant des actions comme celle-ci. Ouais, c'est une remise en question des méthodes de travail et des organisations. C'est ça qui est intéressant dans le processus de décarbonation. Frédéric ne nous dira pas le contraire. Alors ça, c'est des questions de comportement. Et ensuite, sur la plan technique et technologique, vous avez technique et technologique, déjà, partout où on avait de la chaleur fatale, on a cherché à la récupérer, puisque avant, on l'envoyait dans l'atmosphère, on chauffait les oiseaux, comme on dit. Eh bien, on a gardé la chaleur et puis on a évité de faire du froid quand il n'y avait pas besoin d'en faire. Donc, nos chambres froides ou nos locaux, qui sont tous tempérés, quand on a besoin de 12 degrés, s'il fait moins de 12 degrés dehors, ce n'est pas très rationnel de fabriquer du froid. Donc, on a travaillé avec du free cooling. Dès qu'il fait plus frais dehors que ce qu'on a besoin dans les locaux, on prend de l'air neuf. C'est aussi simple que ça paraît tellement évident. Mais c'était parfois, il y a des choses qui paraissent effectivement ressortir du bon sens. Mais voilà, les usines n'étaient pas faites ainsi. Voilà. Non. Donc là, aujourd'hui, vous avez bien avancé dans ce programme sur l'ensemble de vos usines. C'était un programme au long cours quand même. Oui, et coûteux. Ça fait plusieurs années. Alors oui, c'est coûteux, mais avec les dispositifs qu'on a la chance d'avoir, qui peuvent être les certificats d'économie d'énergie, certaines subventions sur des procédés un peu innovants, ça fait que l'investissement, il est réalisable pour une direction d'usine puisqu'il a une réalité économique. Ça ne va pas mettre en péril l'équilibre financier de son site. Sans ces dispositifs-là, parfois, c'est plus compliqué. Mais avec ces dispositifs, ça nous permet d'introduire des technologies et qui, après, vont se déployer, puisque plus on les utilise, plus on les maîtrise. Avec qui vous avez travaillé, élaboré cette stratégie de décarbonation de vos process? Avec EDF, par exemple? On a beaucoup travaillé ensemble avec EDF, puis tout le réseau d'EDF, parce que ce qui est important dans cette démarche-là, c'est d'être bien accompagné pour avoir le bon réseau de professionnels. Il y a beaucoup d'éléments, mais il y a surtout beaucoup d'entreprises qui ont un savoir-faire, et c'est d'arriver à rentrer en connexion avec ces entreprises-là. Quand un industriel a des besoins clairement identifiés et exprimés, comme Pasquier, quel est le rôle d'EDF à ses côtés? D'abord, de les conseiller. C'était dit, Sébastien l'a abordé sur la base d'une volonté, d'une trajectoire qui était définie sur une stratégie. Vous avez vu, ce n'est pas quelque chose qui est lancé comme ça juste parce qu'on a une vision où on souhaite décarboner pour se faire plaisir. Il y a une réalité économique, il y a une réalité de filière derrière, y compris sur le scope 3 que Sébastien a très bien abordé. D'abord, conseiller. Ça passe par quoi? Ça passe par des audits, c'est-à-dire qu'on va chez l'industriel et on va avec lui regarder dans le process et la capacité que l'on a soit à faire de la performance énergétique, l'énergie management, ou de faire évoluer en fait les process. Mais ça, ils savent très très bien faire parce qu'ils connaissent par cœur leur process et leurs procédés. Nous, on va venir en complément instrumenter et proposer des solutions de pilotage pour justement réduire les consommations. Et puis derrière, ensemble, sur la base d'audit que l'on va réaliser dans
et bien dans les usines, sur les sites, on va élaborer une stratégie de décarbonation avec des technos qui peuvent être aujourd'hui accessibles ou un ensemble des technos. On a parlé de récupération de chaleur, par exemple. On a parlé de diminuer la nécessité, en fait, de pouvoir produire de la chaleur à partir d'énergie fossile en y injectant, pourquoi pas, des pompes à chaleur. Bref, en diminuant bien, le besoin en énergie. Et on va regarder bien, comment on planifie sur un process. C'est-à-dire c'est presque du pas à pas bien, l'association d'un ensemble de technos. On travaille, et quand c'est des choses qui sont un peu plus complexes, avec notre R&D, justement, et on a, et ce sont des travaux qui sont en cours pour justement introduire des technos, peut-être qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement matures, une association de technologies pour pouvoir les rendre demain bien, diffusables dans l'ensemble de l'industrie, notamment dans les industries de cuisson ou de séchage, puisqu'il y a aussi du séchage au sein du groupe Pasquier qui nous permettra demain de pouvoir généraliser. Donc, c'est des choses, c'est du partenariat, hein, c'est main dans la main. On se met d'accord sur ce qu'on en a vu, pour ensuite se mettre d'accord sur ce que l'on peut choisir en termes de choix technologiques. Et puis derrière, on planifie. C'est surtout le groupe Pasquier qui prend la décision d'y aller ou pas y aller, et puis d'avoir une trajectoire. Et de là, on accompagne dans la durée la réalisation ensuite des différentes actions. C'est un nouveau métier, ça, pour EDF. Alors, historiquement, producteur d'électricité, distributeur d'électricité. Aujourd'hui, cette mission de conseil, d'accompagnement et de R&D avec les entreprises et le milieu économique, ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors, je pense que c'était assez méconnu. Ouais. Ça fait partie de l'ADN. On est, c'est vrai, vous l'avez su, on est producteur, on est fournisseur d'électricité. Et quand on vend notre produit, on lui dit oui, mais on va vous le vendre pas trop. On va vous le vendre bien. C'est quand même quelque chose qui est assez atypique quand même dans le monde. Il ne faut pas que vous consommiez trop d'électricité. Et ben voilà, donc on va à la fois vous vendre de l'électricité, mais on va faire en sorte que vous consommiez le juste besoin de votre électricité. Et donc c'est quelque chose qui a été depuis très longtemps développé. Mais là, effectivement, il y a une accélération aujourd'hui dans l'accompagnement que l'on fait de l'industrie, pas seulement, dans le transport et également dans le bâtiment, pour aller accélérer cette substitution aujourd'hui des énergies fossiles par de l'électricité. À l'échelle d'une usine du groupe Pasquier, vous avez un retour d'expérience, vous avez chiffré très concrètement par rapport à l'investissement, le retour sur investissement et l'économie d'énergie et la réduction d'impact. Bien sûr, parce que pour chaque projet, on fait la projection pour voir l'impact sur le site. Alors, ce ne sont pas nécessairement des retours rapides, mais ce sont des retours qui sont… On investit sur la durée. Quand on est sur une infrastructure d'usine, on peut économiser, nous, on est descendu jusqu'à 20% de quantité d'énergie, 17 à 20% de moins de consommation électrique, par exemple, en faisant de la récupération de chaleur. Pour ça nécessitait des gros investissements, mais qui vont être présents pour 20-30 ans. Et c'est rentable, effectivement, sur une longue période. Oui, alors il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a qui vont être très rapides. Lorsqu'on va faire de la récupération de chaleur, par exemple, sur des grosses installations frigorifiques pour faire de l'eau chaude, on fait 80% de notre eau chaude grâce au fonctionnement du froid. Donc, on n'a plus du tout besoin de faire tourner la chaudière eau chaude. Enfin, on a point. Donc là, il y a un retour intéressant et il y a d'autres endroits où on va mettre de la récupération et ce sera beaucoup moins intéressant. Ce qui est important, c'est la trajectoire que l'on prend. Les projets, quels sont-ils aujourd'hui ? Sur quoi vous avez encore besoin de progresser ? Alors d'abord, il faut peut-être finir l'équipement de vos 17 usines. Alors, elles sont déjà toutes pas mal avancées sur un premier programme, parce qu'on avait un programme 2019-2025, donc on arrive à la fin, on a de très bons résultats, on est super contents. Sauf qu'on a quand même un gros morceau à attaquer, qui est la cuisson, comme disait Frédéric, parce qu'aujourd'hui, dans le marché mondial, quand on regarde, la France, on a une chance, on a une disponibilité en électricité et un prix d'électricité qui est très compétitif, ce qui n'est pas le cas dans le monde entier. Du coup, tous les fabricants de machines mondiaux se basent plutôt sur des anciennes technos que sont le gaz. Donc, ils n'ont pas intérêt à développer des technologies autour de l'électrification ou des choses assez rudimentaires. Et c'est notre gros challenge, puisque une usine aujourd'hui, les 3/4 du CO2 en fonctionnement, en scope 1, ça va être cette cuisson. Les fours. Aujourd'hui, dans le bilan carbone qui est le vôtre, après tous les investissements que vous avez faits, c'est les fours qui posent encore un gros problème. Concrètement, vous ne trouvez pas de machines d'équipement qui répondent à vos besoins et qui répondent aux enjeux de consommation.
on voit que c'est le début. On voit que certains fours, l'électrification des fours est techniquement possible. Par contre, économiquement non réalisable sur le long terme. D'accord. Donc, on a certainement une étape technologique à trouver. Parce que le matériel disponible, je dirais qu'on est à la croisée des chemins. On est entre 2 générations de machines et on cherche. Donc, on a vu dans les véhicules thermiques passer par l'hybride avant d'aller vers l'électrique. On est en train de constater la même chose sur les fours. On voit qu'il y a une amorce vers de l'hybridation, on pourrait dire, mais ce ne sera pas la finalité. Je comprends. Ça, c'est du boulot pour EDF, pour votre R&D. C'est un boulot justement d'aller accompagner la filière à se transformer. Et donc, on ne peut pas le faire seul, bien sûr. Bien évidemment, on peut le faire avec des experts et notre R&D est là pour ça, mais on a besoin d'avoir des industriels qui nous accompagnent parce que ce qui est important, c'est d'avoir des applications après derrière, c'est de l'installation. Donc, c'est, je dirais, un travail alors à plusieurs pour à la fois équipementiers, industriels et puis nous, fournisseurs tels qu'EDF, à pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que ces technologies arrivent en fait assez rapidement, les accompagner, les développer, les co-développer pour que demain, elles puissent se généraliser Alors, la cuisson, et c'est extrêmement important. Alors, je n'ai pas fait le bilan du nombre de fours de cuisson en France. Ce serait dans le monde de l'industrie alimentaire. Et on est une très belle industrie agroalimentaire en France. On est vraiment très, très implanté et je pense que ça, c'est extrêmement important. D'accompagner toute cette filière de l'agroalimentaire dans la conversion des fours de cuisson vers l'électricité est un très, très beau challenge et qu'on est prêt à relever avec eux. Bon, voilà, le message est passé, donc il vous reste à travailler ensemble sur la réalisation de ce projet. Alors là, on vient d'évoquer des problématiques et merci beaucoup Sébastien d'être avec nous ce matin pour témoigner de ce qui se passe chez Pasquier. Dans d'autres univers industriels, on a d'autres problématiques. Est-ce que vous avez en tête des exemples d'entreprises que vous avez pu accompagner dans des stratégies gagnantes de décarbonation? Oui, bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure justement du scope 3. Et on parlait du monde de l'agriculture. C'est-à-dire, OK, mais le monde de l'agriculture, donc, ce n'est pas de l'industrie. Non, nous accompagnons des coopératives agricoles à décarboner. Parce qu'effectivement, ils sont en amont, ils sont dans le scope 3, ils sont ceux qui vont produire de la matière première pour certains ou en direct dans la vente. Et donc, nous avons plusieurs conventions de partenariat, d'une part avec, par exemple, Saveol, avec Prince de Bretagne, pour les accompagner aussi dans la décarbonation du modèle de production de l'agriculture qui nous permettra demain de pouvoir, et il y a des solutions, de pouvoir les généraliser. Donc, vous voyez, l'agriculture n'est pas si loin et elle est surtout dans l'ouest de la France, assez proche de l'industrie agroalimentaire. On travaille avec Mitsubishi Chemical, qui est, alors certes, le process est déjà électrique, donc on fait de la performance énergétique, mais également, la production de chaleur sur ce type d'usine est en train de se décarboner. Nous travaillons avec plusieurs autres entreprises. Alors, Atmus, qui est ex-Cummins, sur lequel on a travaillé avec eux justement sur baisser la consommation d'énergie, notamment de production de chaleur dans les usines. Je pense à Beneteau, sur lesquels on fait des audits aujourd'hui, justement, pour leur permettre d'inscrire dans la durée la fiche de décarbonation. Vous voyez, donc c'est un ensemble de moyens et un ensemble d'associations de technologies qu'on est en train de mettre en œuvre. Et j'en reviens à la base, ça passe par de l'audit et du conseil. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de savoir ensemble ce qu'on a envie de faire et quelle est la vision que l'on a et l'industriel, parce qu'il y a des services techniques qui sont très performants et nous, spécialistes de l'énergie et de l'électricité, à aller justement proposer des solutions de décarbonation et d'électrification. Sébastien, vous vouliez ajouter quelque chose? Et pour compléter ce que dit Frédéric, c'est vrai que la première étape, c'est déjà de savoir où on consomme et comment. Et même si nous, on vit au quotidien dans une usine où on connaît tous les process et les procédés, on prend généralement pas le même angle de vue. Et lorsqu'on fait l'audit énergétique et on voit les quantités d'énergie qui pourraient être utilisées ou mutualisées, ça fait de jolis projets. Et ça, sans être accompagné, je pense qu'on fait des petites actions qui sont moins efficaces et qui amènent moins d'économies. On a beaucoup parlé, parce que c'était le sujet qui nous réunissait, de décarbonation des process industriels, mais dans une entreprise comme la vôtre, il y a d'autres sujets, panneaux photovoltaïques sur les usines, sur les parkings, etc. Ça fait aussi partie des solutions qui permettent de décarboner le fonctionnement de l'entreprise, du groupe.
Bien sûr, oui, oui, nous on a lancé une démarche il y a quelques années et aujourd'hui on est sur une trajectoire pour produire 10% de notre électricité en autoconsommation. Parce qu'on a ce qu'on appelle par des panneaux solaires, voilà, qu'on va positionner soit sur des zones industrielles non constructibles, soit sur les parkings. Évidemment pas sur le monde agricole puisque c'est l'origine de nos matières premières, donc on se l'interdit complètement. Oui. Et c'est vrai qu'on installe des centrales chaque année de plus en plus. L'idée, comme on a un talon le week-end, les chambres froides, les process et procédés, l'usine consomme quand même. Oui. Eh bien, c'est de pouvoir effacer cette partie-là de telle manière à... En tout cas, oui, produire ce qu'il faut pour gérer cette consommation-là. C'est effectivement une aide globale aux entreprises aujourd'hui. On parle de process, mais l'aide elle est plus large que ça et les solutions existent aussi pour les bureaux, la logistique, la flotte de transport. Bien évidemment. Et on regarde ensemble, on travaille ensemble actuellement justement à aller électrifier la flotte aujourd'hui de transport, que ce soit sur des véhicules légers, des véhicules utilitaires légers, le camion. Aujourd'hui, le monde du transport accélère vite en matière de fabrication, d'innovation, de mise sur le marché de moyens qui deviennent de plus en plus performants. Ça demande à tester parce que il y a également des logiques de flux qui sont industrielles par industrielles, à imaginer, à regarder comment l'électrification du transport peut venir s'insérer dans cette logique de flux. Ça demande à être accompagné dans la durée pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais ça va vite, ça accélère. Alors ça va vite, c'est bien ce qu'on retiendra de notre échange d'aujourd'hui. En tout cas, chez vous, c'est allé finalement assez vite et le chemin continue. Merci beaucoup à tous les deux de vos éclairages ce matin. C'est le mot sur le sujet. Donc, je rappelle, Sébastien Chupin, directeur technique du groupe Pasquier, et Frédéric Thébault, directeur commercial Ouest du groupe EDF. On a évoqué ensemble, ici à Ouest Industrie, le sujet de la décarbonation de l'industrie. Merci, bonne journée et bon salon.